plaisir de vous présenter Michel Rochon, qui travaille à Radio-Canada depuis un petit moment et qui est maintenant au téléjournal à RDI Santé et qui va vous parler de comment on fait du journalisme scientifique à la télévision. Donc là, vous allez avoir vraiment un point de vue encore différent de ceux que vous avez eu jusqu'à présent. Vous allez voir que je pense que Michel ne s'ennuie pas beaucoup dans ce travail. Bon, écoutez, Valérie m'a présenté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui m'avez déjà vu à la télé? Soyez francs. 1, 2, c'est pas pire. 3. D'avoir rejoint des gens de votre âge, c'est déjà bien, puisque on dit, les sondages disent qu'il y a de moins en moins de jeunes qui écoutent la télévision, qui sont beaucoup plus sur les nouvelles technologies, les médias sociaux. Alors, écoutez, merci de me recevoir. Là, vous recevez un cours théorique en journalisme scientifique. Moi, je le pratique depuis plus de 25 ans, près de 30 ans. Alors, j'ai eu la chance, moi, dans mon cheminement, de faire des nouvelles pour commencer. Et pendant 7 ans, puis après ça, de faire des affaires publiques, donc des documentaires, des reportages plus longs, pendant près de 20 ans, l'émission Découverte. Et là, je retourne, c'était comme un retour en arrière pour moi. Mais en fait, un retour vers l'avant parce que je suis beaucoup mieux armé, vous allez le voir dans la journée que je vais vous présenter, que je suis un peu plus armé qu'avant, pour faire des nouvelles scientifiques et médicales au téléjournal. C'était le vœu de Radio-Canada, j'en suis bien heureux, il me laisse beaucoup d'espace et de temps pour faire mes reportages. Alors écoutez, je fais beaucoup de médecine parce que la médecine, c'est ce qui touche tout le monde, mais aujourd'hui, je vous amène autre chose, on s'en va dans l'espace, dans le cosmos ensemble. C'est la journée du 23 septembre qui vient de passer. Alors vous apprenez théoriquement comment le journalisme se pratique. Moi, je vais vous dire comment c'est dans la pratique. Des fois, c'est un peu différent, vous allez voir, c'est un choc. Je commence souvent mes journées ne sachant pas ce qui arrive. Alors, je suis arrivé à 9 h le matin dans la salle des nouvelles. C'est une immense salle. Un jour, vous devriez venir voir ça. Il y a 500 personnes là-dedans. C'est un immense cube. Il fait du web, la radio et de la télé là-dedans. Alors, il y a une réunion de production le matin à 9 h que je n'assiste pas, qu'il y a un groupe là, qui s'occupe de planifier les reportages de la journée. Moi, la veille, sur Internet, j'avais vu qu'il y avait un satellite de la NASA qui descendait. Mais je m'étais dit, bon, le téléjournal ne fera pas grand-chose avec ça, on n'a souvent pas d'image, ça les intéresse plus ou moins. Mais quand je suis arrivé à 9h10, mon affectatrice vient me voir, elle dit, Michel, le satellite. J'ai dit, le satellite? Oh, il y a un satellite qui va tomber, oui, mais bon, c'est pas dans des zones habitables. Il y a peu de chances que ça ait de l'impact. On le veut quand même, on veut que tu fasses quelque chose. Alors, je suis à Montréal, je ne suis pas à la NASA. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous disait de faire quelque chose là-dessus? J'aimerais ça entendre votre opinion. Appel à la NASA. Appel à la NASA, ça c'est bon. D'autres idées? Il faut trouver des images. Ah, des images. Ben c'est ça, la télé, c'est un mélange d'informations et d'images savamment mis ensemble, donc c'est ça que j'ai fait. Alors, effectivement, il y a un numéro de relations publiques de la NASA qui répond aux journalistes. On téléphone. Cette fois-ci, ils étaient débordés parce que tous les médias de la planète s'intéressaient au sujet. Alors, on m'a référé au site web. Alors, il y avait un site web en temps réel où l'on donnait la position du satellite et qu'est-ce qui se passait avec une mise à jour relativement rapide de sa position et des risques de tomber sur le sol, parce que c'est un peu ça qui est le problème. Alors là, j'étais chanceux parce que dans mon passé, 10 ans auparavant, j'avais décidé de faire à l'émission Découverte un reportage sur les déchets de l'espace. Saviez-vous que à partir de la surface de la Terre à la 2000 km en hauteur, c'est une poubelle. Il y a des dizaines de millions de fragments de fusées, de satellites qui rentrent en collision l'un envers l'autre et qui ont créé un immense nuage. J'avais fait ce reportage-là en 2002. On était allé à la NASA à Houston. Donc, je connaissais les chercheurs et j'avais du visuel. Alors, je suis parti en courant, je suis monté au 6e étage de l'édifice, nous on est au premier, où il y a l'émission Découverte. Je vous raconte ça parce que c'est fou comme ça, ça va très très vite. Je vais vous montrer la rapidité d'exécution.
Alors là, il est à peu près 9h30. J'ai déjà contacté la NASA. Ils ont un tout petit peu de visuel, mais pas beaucoup. Je monte en haut, je vais à la découverte. Là, je regarde dans les livres, je sors la cassette de mon reportage, je descends, je la numérise. Et là, je dois rapidement tenter de me mettre à élaborer un reportage. Je me rends compte que je n'ai pas suffisamment de visuel. Je retourne à 10 h voir mes patrons. Je leur dis, je n'ai pas assez de visuel pour faire un reportage. Je n'ai pas de spécialiste au Québec qui peut répondre à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est une conversation avec du visuel en arrière-plan pour le bulletin de midi. On verra dans l'après-midi s'il tombe, si on a des choses. Je vais peut-être avoir plus de visuel et je pourrais vous faire un reportage pour 18 h et 22 h, qui sont les bulletins de fin de journée. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est que on me donne 4 ou 5 minutes de temps de conversation. Alors, j'aligne sur mon ordi des idées. Alors là, il faut se rendre compte que ce que je vous parle aujourd'hui, c'est deux choses. L'art de s'exprimer en direct et faire un reportage. L'art de s'exprimer en direct, c'est véritablement l'art d'être concis. L'art de parler, de raconter l'histoire rapidement et aussi d'entrer en dialogue avec un animateur. Le pauvre animateur, ça le voir malheureusement, je suis pas mal pris tout le plancher. Parce que, bon, souvent, ils arrivent que, parce qu'on a une rencontre, vers les 11 h, je rencontre le chef de pupitre et je lui raconte, bon, voilà, on a telle information, il n'est pas encore tombé, il risque de tomber en fin de journée. Là, je raconte ce qui est le plus gros, c'est gros comme un autobus, ça pèse 6 tonnes et demie. C'était un satellite que la NASA avait lancé en 90, là, je me répète si vous allez le voir, mais qui était là pour mesurer, entre autres, la couche d'ozone. Donc, ce n'était pas un satellite qui était banal, un satellite qui a beaucoup utilisé, mais en 2005, batterie, tout ça, bon, était fini, et tranquillement, il descend. C'est la vérité de beaucoup de satellites en basse altitude qui ne sont pas équipés pour remonter le satellite, parce qu'il existe un orbite cimetière, ça, peu de gens savent ça. On peut monter des satellites tellement loin de l'attraction terrestre qu'ils peuvent rester là des siècles. Alors lui, normalement, il descend, il se décompose en une vingtaine de gros fragments qui doivent normalement brûler parce qu'en rentrant dans la couche de l'atmosphère, à la vitesse à laquelle ça descend, parce que, bon, c'est autour de 4 km/s, ça va très vite, c'est bidule. Alors, ça prend feu, ça se décompose et ça tombe. Alors là, ce qui est toujours difficile, c'est que je pourrais parler comme ce matin pendant 20 minutes de ce maudit satellite-là et je dois raccourcir mon discours. Et ça, en communication scientifique, c'est très dur parce qu'en raccourcissant, il y a deux choses qui peuvent se passer. On peut commettre des erreurs sur le fond, et il y a des éléments d'information qui doivent être priorisés. Et c'est ceux-là qu'il faut chercher dans sa tête bien rapidement quand on a juste une heure ou deux, de dire, bon, j'ai à peu près là, 60 informations intéressantes. Quel est l'élément le plus important? Vous allez voir, là, parce que je vous le montre, ce qui est bien de possibilité de voir le produit, mais dans ma tête, je me suis dit, bon, pour le public à la maison, qu'est-ce qui est important de savoir? Quels sont les risques? Que ça tombe dans une maison? Que ça nous tombe sur la tête dans la rue? Le risque est calculé, la NASA fait des calculs, je ne vous les donne pas tout de suite, on va les voir. Donc ça, c'est de répondre à une question qui est l'inquiétude de la population. On aurait pu décider, face aux statistiques de la NASA, de ne pas faire le reportage, parce que vous allez voir, les statistiques sont minimes, infimes, mais effectivement, la réalité a fait en sorte que c'est tombé quelque part dans l'eau. Alors, mais quand même, moi, je trouve que c'était d'intérêt public parce que c'est rare qu'on parle du phénomène des déchets de l'espace. Et ça me donnait une vitrine à un public qui n'est pas le public de découverte. À découverte, on a 600 000, 700 000, 800 000 téléspectateurs qui triplent là-dessus. Moi, je me suis dit, ben là, j'ai un autre public qui n'est peut-être pas conscient de ça. Et si je peux amener un peu d'informations à ce niveau-là, peut-être que les gens vont soudainement prendre conscience de l'importance du phénomène, parce que le phénomène, il risque de se reproduire. Et peut-être qu'un jour, ça va effectivement tomber sur la Terre. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Alors, on priorise, on trouve cette information-là, ensuite on se dit, quel est ce satellite? C'est une information intéressante, comment est-ce qu'on mesure la couche d'ozone? C'est quand même, ça prend de la technologie, c'est pas mesuré comme ça, c'est mesuré à partir de satellites dans l'espace. Donc,
il y a un paquet d'informations secondaires qui ne sont pas véritablement d'ordre, comment je dirais, d'ordre prioritaire pour le grand public. Comment ça se démonte, comment c'est détruit. Tout ça, moi, dans le temps que j'ai pas le temps. Si on me donnait 5 minutes ou 10 minutes de temps d'antenne, je pourrais le faire, mais là, je ne l'ai pas.